Dans les années 80, l'éditeur Cocktail Vision était l'un des fers de lance du jeu vidéo français. C'est à Muriel Tramis, l'une des premières femmes conceptrices de jeux vidéo en France, que l'on doit la plupart des grands classiques de ce studio aujourd'hui disparu. Mais le parcours de Muriel fut pour le moins atypique. Je n'ai pas toujours fait que du jeu vidéo. En fait, j'ai commencé ma carrière scientifique en tant qu'ingénieur en informatique dans l'aérospatiale, où je faisais de la maintenance d'avions sans pilote et qu'on appelle des drones. Donc c'était quelque chose de très sérieux, de l'informatique industrielle. Et puis j'en ai un petit peu eu assez de ces armes finalement qui tuaient dans la réalité pour passer dans quelque chose de plus virtuel. Et j'ai rencontré une start-up à son heure qui s'appelait Cocktail Vision, qui commençait à développer des petits jeux éducatifs. Et j'ai proposé mes propres scénarios. Et puis très vite, je suis devenue chef de projet, programmeuse d'abord et chef de projet ensuite. J'ai commencé par proposer à Cocktail Vision, donc l'éditeur que j'avais rencontré, des thématiques qui me tenaient à cœur, notamment Mewilo, donc un jeu d'aventure qui se passait à Saint-Pierre-de-la-Martinique, la veille de l'éruption de la montagne Pelée qui a détruit toute la ville. On était censé être un parapsychologue de renom qui devait élucider une affaire de zombies qui hantait une habitation béquée. Les béquets étant les descendants des anciens propriétaires, des anciens maîtres des plantations. Ses premiers jeux sont ancrés dans la culture antillaise, Muriel étant elle-même originaire de la Martinique. Cet attachement à ses racines lui vaudra même une récompense culturelle, là encore l'une des premières décernées à un jeu vidéo. J'ai eu pour Mewilo la médaille d'argent de la ville de Paris, parce qu'il se trouve que le conseiller de M. Chirac à l'époque était originaire de la Martinique et il avait eu l'occasion d'entendre parler de ce premier jeu vidéo antillais et il a eu envie de marquer le coup. Donc j'ai été contactée très rapidement à la sortie du jeu par le cabinet de M. Chirac qui m'a proposé donc de me remettre cette médaille. Donc j'étais assez fière, non pas personnellement, mais finalement parce que ça véhiculait un certain intérêt pour la culture antillaise. Et le jeu a eu son petit succès aussi ailleurs qu'en France, puisqu'il a été traduit aussi dans les langues principales européennes, en Allemagne notamment, où j'ai été d'ailleurs invitée par la télévision allemande pour parler de Mewilo. J'ai toujours eu envie de mélanger un peu les genres, effectivement, jeu de rôle, un peu d'infiltration, un peu de gestion aussi, de paramètres, et puis la partie aventure avec des énigmes quand même, des mécanismes interactifs assez complexes. Dans Fascination, par exemple, il fallait faire des mélanges pour pouvoir fabriquer des substances nocives pour le tueur, le méchant. Mais mélange aussi de type d'image, puisque dans Lost in Time, on trouvait à la fois de la vidéo, de l'image 3D et aussi de l'image dessinée. Donc j'ai toujours eu envie de mélanger les genres, science-fiction, polar, voilà. Certains se souviennent sans doute de jeux comme Fascination ou Geisha, sulfureux à l'époque, mais qui furent également parmi les premiers à mettre en scène des femmes en tant qu'héroïnes. Puisque l'éditeur Cocktail Vision, donc Monsieur Oskian, qui était directeur à l'époque, m'en donnait l'occasion, j'en ai profité pour produire des scénarios de mon propre chef, de ma propre écriture, et toujours des jeux d'aventure avec une héroïne féminine. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas d'héroïne féminine dans les jeux qui étaient essentiellement destinés à une cible masculine pourtant. Et donc, mon héroïne Doralis a eu plusieurs histoires, Lost in Time, Fascination, et d'ailleurs, avec une progression dans le traitement de l'image, Fascination était en image dessinée complète, alors que Lost in Time voyait arriver des premiers films de personnages réels incrustés dans des décors dessinés. Donc, et puis des parties vidéo aussi, complètes. Donc voilà, c'était une thématique qui me plaisait bien, d'avoir un personnage féminin à gérer. Et personnage féminin qui n'utilisait jamais ou très peu la violence, mais plutôt la logique, l'intuition pour résoudre les énigmes. Incontournable sur la scène du jeu d'aventure francophone, Muriel sera même surnommée la Roberta Williams française. Une comparaison prophétique puisque Sierra rachètera Cocktail Vision au début des années 90.
On m'a quelque peu comparé à Roberta Williams. Je dois dire que j'ai sans doute subi son influence quelque part. C'était effectivement la première femme qui faisait parler d'elle aux États-Unis. Et bon, j'ai peut-être été l'équivalent en France, en Europe en tout cas. Oui, comme j'ai eu l'occasion de la rencontrer, elle et son mari, et donc des personnages très sympathiques. Et j'ai été fière effectivement d'avoir été comparée à elle. Eh bien, à vrai dire, à la faveur de la fusion de Cocktail Vision avec Sierra Online, qui avait déjà commencé à faire de l'image réelle avec Fantasmagoria, nous avons voulu nous aussi expérimenter l'image réelle. Donc, il est vrai qu'on était limité aussi dans le dessin par des palettes graphiques qui n'étaient pas aussi évoluées qu'aujourd'hui. Donc il y avait une tentation de produire de l'image beaucoup plus rapidement par la vidéo. Donc il y a eu toute une période où on incrustait des personnages réels dans des décors et même des passages entiers en vidéo complète comme Urban Runner qui a été l'un de mes derniers jeux qui était tourné en images complètes. Mais images fabriquées, enfin retouchées par des effets spéciaux évidemment. Mais on s'est rendu très vite compte que l'image réelle, finalement, ça n'accrochait pas trop. Ça a été une mode, mais c'est vite passé pour revenir à des univers un peu plus oniriques, donc, que permettent l'image dessinée, l'image 3D notamment aujourd'hui. Muriel a également été une des pionnières du jeu éducatif, ayant contribué à la création d'Adi, l'extraterrestre sympathique apportant un soutien scolaire aux enfants. Et on s'est assis autour d'une table avec un ergonome et un pédagogue pour réfléchir à un concept finalement, un concept game qui pourrait convenir à l'éducatif. Et c'est ainsi qu'est né Adi pour accompagnement didacticiel intelligent qui reposait sur quelques principes simples. D'abord l'identification ou plutôt être suivi par un personnage virtuel qu'on ne voulait pas typer humain parce qu'il fallait régler des questions d'habits, de couleur de peau, de cheveux. Donc on l'a délibérément placé à l'extérieur de la planète Terre, c'était un extraterrestre. Ensuite, deuxième principe, il ne sanctionnait jamais l'utilisateur, donc pas de tu es nul, réfléchi, mais plutôt tu n'es pas en forme aujourd'hui, c'est pas grave, on va jouer. Troisième principe, on apprend en jouant, ou on joue en même temps qu'on apprend. Voilà. Et le principe fort, c'était que plus on accumulait des points, plus ça débloquait des jeux. Donc des jeux étaient cachés à l'intérieur du produit et on les débloquait au fur et à mesure qu'on... Alors ce principe-là a marché du feu de Dieu et on l'a adapté non seulement pour les collégiens, donc Adi, pour les primaires aussi, mais aussi pour les plus petits. Donc c'est ainsi qu'Adi Bouchou est né, le petit cousin d'Adi, et aussi, Adibou pour les maternelles et Adi Bouchou pour encore plus petits. Voilà. À Cocktail Vision, on menait de front les deux types de produits, le jeu pur et le ludo-éducatif. Et ceci jusqu'à l'absorption de Cocktail Vision, la fusion avec Vivendi, qui a fusionné aussi avec Sigram. Donc on est devenu vraiment une grosse entité. Et puis il y a eu le problème que vous savez avec Jean-Marie Messier qui a perdu la confiance de ses actionnaires. Donc tout ça s'est effondré et la grosse pieuvre qui était Vivendi Universal a été démembrée de toutes parts. Le studio a été revendu et finalement les productions... Le studio original avec les personnes qui étaient créatives à l'époque, elles sont parties et du coup, toute la création s'est effondrée. Aujourd'hui, Muriel dirige sa société, Avantille, spécialisée dans les environnements en réalité virtuelle sur Internet. Un domaine finalement dans la continuité des expérimentations visuelles de Lost in Time ou Urban Runner. Mais elle ne cache pas son envie de produire à nouveau des jeux vidéo. Je suis donc partie, j'ai donc quitté Vivendi pour créer ma propre société, mais je voulais qu'elle soit aux Antilles. Donc je suis allée là-bas en 2003 pour la créer, toujours avec l'idée de continuer à faire du jeu vidéo finalement. Et je suis très vite tombée, j'ai repris mes anciennes amours avec Patrick Chamoiseau et je suis tombée sur un scénario qu'il était en train d'écrire et on a mis en route une adaptation d'un roman basé sur les contes et légendes antillais. Et dont l'héroïne est ce qu'on appelle une maman de l'eau, c'est-à-dire une sirène caribéenne qui s'appelle Fragile Fatale.
Donc ce jeu vidéo nous a permis donc de démarrer les activités de Avanti, qui est le nom de ma société. Et puis, ce projet de jeu et de film d'animation est encore dans les cartons parce qu'il faut produire et il faut trouver les finances pour cela. Donc du coup, il fallait trouver un autre secteur qui serait plus productif et qui ferait rentrer des devises. Enfin. Et on s'est, à la faveur d'une rencontre avec d'autres associés, nous sommes intéressés au marché de la réalité virtuelle. Et à la réalité virtuelle appliquée à l'urbanisme et à l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a un engouement lancé probablement par Google d'ailleurs, avec des produits comme Google Earth, un engouement pour les visites virtuelles de projets d'urbanisme ou d'architecture, alors vue du ciel, mais aussi en immersion. Alors nous sommes spécialisés dans l'immersion totale, c'est-à-dire qu'on visite les projets ou les sites à hauteur d'homme et surtout accessible par le web. Le marché a mûri, s'est durci, beaucoup de studios ont fermé. Et on a commencé à faire des jeux de plus en plus sophistiqués qui demandent beaucoup de financement. Ce sont pratiquement des productions hollywoodiennes aujourd'hui. Et l'apparition de plateformes de distribution est peut-être une solution qui va nous permettre, nous petits éditeurs, de produire à moindre coût. Donc, et puis il y a les consoles aussi, il y a le marché des consoles qui est passé par là, donc tout le monde s'est rué sur la Wii et tout le monde a commencé à fabriquer pour la Wii ou pour les consoles Xbox, PSP et ainsi de suite. Je pense qu'on va revenir à des supports un peu plus accessibles. Je crois toujours aux jeux d'aventure d'une part et aux jeux sur PC. D'autre part, donc je pense que là il y a une réflexion quand on est éditeur aujourd'hui, à savoir quel type de jeu, quel support, combien. C'est des questions qu'on doit se poser et qui sont pas faciles, auxquelles il n'est pas facile de répondre aujourd'hui.